Bienvenue à tous dans Tout un monde, édition spéciale aujourd'hui à Jérusalem où se déroule en ce moment même une conférence internationale du Club de la presse autour d'un thème, la liberté d'expression. La liberté d'expression, un thème crucial aujourd'hui pour les journalistes et reporters qui mettent leur vie en danger chaque jour afin d'exercer leur profession. Nous sommes en compagnie de Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et grand spécialiste du Moyen-Orient, de la Syrie et de l'Irak. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous avez également été otage pendant 124 jours en Irak. La captivité, malheureusement, vous connaissez bien. Quand vous voyez aujourd'hui le mode opératoire des djihadistes de l'État islamique, est-ce que ces méthodes, vous pouvez l'affirmer, sont beaucoup plus radicales que celles que vous avez connues ? Oui, elles sont plus radicales dans le sens où il n'y a pratiquement plus de négociation lorsqu'il y a une détention. On a vu des exécutions sauvages, qui était déjà le cas d'ailleurs d'Al-Qaïda en Irak en 2004 avec Abu Musab al-Zarqawi qui exécutait tous ses otages. Nous, on avait eu beaucoup de chance de ne pas être détenus par Zarqawi. Mais effectivement, Daesh, c'est aussi le prolongement de ça. D'ailleurs, un certain nombre de cadres de Daesh sont les anciens d'Al-Qaïda en Irak. Et effectivement, il y a maintenant une recrudescence de ces enlèvements et de ces exécutions barbares, comme on a pu voir l'an dernier, parce que Daesh utilise encore plus peut-être qu'avant les médias comme une arme pour convaincre les Occidentaux de leur dangerosité et pour aussi recruter. On a vu récemment que le groupe État islamique a pris le contrôle de la quasi-totalité de Ramadi, oui, maintenant toute en Ramadi, Irak, oui. Et de tout Ramadi, oui. Et de Palmyre en Syrie. Est-ce que, selon vous, on est vraiment vers le début d'un califat islamique comme ce qu'ils souhaitent ? Non, je ne pense pas. Ils souhaitent effectivement instaurer un califat et ce qu'ils veulent, c'est un État sunnite pur qui s'étendrait des provinces sunnites irakiennes aux provinces syriennes, l'Arabie saoudite probablement, la Jordanie, etc. L'État islamique a subi quand même ces derniers mois des revers en Irak. L'intensification des bombardements aériens américains les a poussés quand même à être sur la défensive. Ils ont perdu Tikrit, ils ont perdu certaines positions, notamment vers Mossoul, vers Kirkouk. Mais ils ont une capacité encore de conquête parce que en Irak, vous savez, il y a l'aspect militaire, mais il y a l'aspect politique aussi. Les chiites qui exercent le pouvoir refusent absolument aux sunnites le droit d'y revenir. Donc, si vous voulez, la population sunnite qui aujourd'hui vit bon gré, plutôt malgré que bon gré, sous la férule de Daesh, eh bien, elle voit quand même encore les chiites, les milices chiites qui commettent des exactions lorsqu'ils libèrent une ville, et donc ils ne sont pas encouragés à aller se battre contre Daesh. Or, ce sont eux, comme en 2006-2007, lorsque les Américains avaient recruté des anciens rebelles sunnites, ce sont les sunnites eux-mêmes qui pourront faire le ménage. Mais aujourd'hui, ils n'y sont pas incités. On a l'impression que la coalition internationale et les Américains en première ligne sont un peu perdus dans cet échiquier. Il y a d'un côté les milices chiites qui se battent aux côtés de l'armée irakienne, soutenues par l'Iran, de l'autre côté les tribus sunnites qui, certaines d'entre elles, aident Daesh à s'étendre. Finalement, qui est aujourd'hui l'ennemi de l'Occident, si je peux simplifier les choses ? L'ennemi de l'Occident, en tout cas des Américains, c'est Daesh, puisque d'ailleurs ils collaborent. Donc c'est plus Bachar el-Assad, c'est plus l'Iran ? Alors, c'est pas l'Iran, non, c'est pas l'Iran sur l'aspect nucléaire, puisqu'il y a des négociations, et c'est pas l'Iran en Irak. Donc, si vous voulez, l'ennemi, c'est Daesh. Simplement, vous faisiez allusion à l'armée irakienne, il n'y a pas d'armée irakienne. Donc, les seuls à être capables, effectivement, de lutter contre Daesh, ce sont les milices chiites, souvent entraînées, formées par l'Iran, parce que ce sont des gens qui ont été aguerris au combat depuis 30 ans contre les Irakiens, ensuite contre les chiites, contre les Kurdes, etc. Et contre les Américains depuis 2003. Et puis, ils sont aussi endoctrinés. Alors, en Syrie, il y a un autre problème, c'est que doit-on faire de Bachar el-Assad ? Vous avez les Américains sont quand même assez clairs, ils disent la priorité, c'est Daesh. Les Français, eux, dans une posture assez incompréhensible, c'est ni Daesh ni Bachar, parce qu'on est allé tellement loin contre Bachar el-Assad qu'on ne peut pas se dédire. Alors, mais justement, est-ce que l'État islamique n'a pas amené en quelque sorte à une rédemption de Bachar el-Assad ? Pas une rédemption, mais à une révision de notre perception, parce qu'entre la peste et le choléra, vous choisirez le moindre mal. Et donc, dans l'immédiat, si vous voulez, les Américains, eux et d'autres, ont comme priorité, c'est de soumettre Daesh. Mais pour soumettre Daesh, encore une fois, il faut aussi qu'il y ait un traitement
contre Bachar el-Assad. Sinon, les monarchies sunnites du Golfe vont traîner le pas. Sinon, la Turquie aussi sunnite ne va pas jouer complètement le jeu. Donc, c'est un processus extrêmement complexe. Et on voit toutes les difficultés que les Américains ont parce qu'ils n'ont pas d'hommes sur le terrain, ils ne veulent pas en remettre, on les comprend. Mais il n'y a pas, pour qu'une opération militaire aboutisse, il faut évidemment des bombardements aériens, mais aussi il faut des troupes au sol. Et les seuls bombardements américains qui étaient fructueux, si je puis dire, c'est à Kobané, parce qu'il y avait des Kurdes qui appuyaient, qui aidaient les bombardements. Sinon, si vous n'avez que des milices chiites, les milices chiites, c'est ensuite, une fois qu'elles ont libéré je ne sais pas, Ramadi, si elles commettent des exactions, si elles pillent les maisons des sunnites, les sunnites de la ville d'à côté, ils vont dire nous, on préfère encore Daesh aux milices chiites. Donc on est dans cette impasse parce que l'Irak est un pays qui, hélas, je pense et je le regrette, ne se remettra pas avant de 30 ans parce qu'on est dans cette posture de vengeance chiite-sunnite, confessionnalisation à outrance et chaos. J'aimerais terminer sur une note personnelle. Vous avez couvert bon nombre de conflits, vous vous êtes mis en danger plus d'une fois. Est-ce que ça valait le coup ? Bah oui, puisque je suis là, donc ça valait le coup. À partir du moment où on n'est pas mort, ça va. Mais vous continuez à revenir en Irak et à revenir dans ces zones de conflit. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à revenir à Jérusalem, où j'ai vécu pendant 9 ans. C'est peut-être moins dangereux que l'Irak. C'est beaucoup moins dangereux, et là j'ai eu beaucoup de plaisir. Après, j'ai eu d'autres plaisirs, j'ai eu d'autres désagréments, mais vous savez, dans tous les métiers, il y a des accidents du travail, et donc le tout, c'est dans certains plus que d'autres. Merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été avec nous cet après-midi. Nous sommes en compagnie de Sol. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous étiez correspondante pour Libération en Côte d'Ivoire et pour d'autres médias en Afrique de l'Ouest. Vous êtes également journaliste pour Charlie Hebdo. Après les attentats, il y a 5 mois, vous décidez de quitter l'Afrique pour revenir à Paris et reprendre votre travail de journaliste dans la rédaction de Charlie Hebdo. Pourquoi ? Parce que moi j'avais commencé à piger il y a 6 ans grâce à Charlie. Puisqu'à l'époque, comme vous le savez certainement, chez Charlie Hebdo, on ne rentre pas avec une lettre de motivation ou avec un curriculum vitae. Et donc j'avais rencontré Charb il y a 7 ans qui avait accepté de prendre des chroniques que j'écrivais depuis l'Afghanistan, depuis Kaboul. Et donc c'est vraiment grâce à Charlie que j'ai commencé et que j'ai pu piger ensuite pour beaucoup d'autres médias, nettement plus sérieux d'ailleurs. Mais donc c'est vraiment eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et ensuite, cette amitié que j'ai conservée avec des gens de la rédaction m'a permis de continuer de piger là où j'étais, dans quelques pays, en Égypte, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Pakistan. Et fatalement, quand il y a eu l'attentat du 7 janvier, je me suis sentie obligée de venir les aider. Qu'est-ce qui a changé dans la rédaction de Charlie Hebdo et chez les journalistes depuis cet attentat, dans le quotidien des journalistes ? Tout a changé. Clairement, tout a changé puisque vous avez une rédaction qui est totalement décapitée. Vous avez des dessinateurs qui étaient l'identité première du journal et qui sont partis ailleurs. Donc vous avez une identité à retrouver et donc une identité à recréer. C'est très difficile avec des gens qui sont ou morts à moitié ou qui sont fracassés du cerveau. C'est très très compliqué, c'est très dur au quotidien. Je sais que beaucoup d'entre vous reçoivent régulièrement des menaces sérieuses. Ouais. Est-ce que vous avez peur ? Non. Non, mais parce que je n'ai pas encore été, moi, personnellement, en situation de peur, mais j'ai peur pour Zineb El Razoui, qui est une grande amie et qui est, elle, très sévèrement menacée. J'ai peur pour Riss, mon patron, qui, lui, a quand même une fatwa qui a été émise par un ancien ministre pakistanais qui n'a pas encore été inquiété par la justice. J'ai peur pour eux, évidemment. Moi, je n'ai pas encore eu cette sensation. J'aimerais qu'on parle du thème de cette conférence, la liberté d'expression. On en parle beaucoup dernièrement et à juste titre. Mais aujourd'hui, dans les rédactions de France, des militaires sont postés aux portes. C'est pas un peu contradictoire de parler de liberté d'expression et d'avoir des militaires à toutes les portes des rédactions de France ? Non, c'est pas du tout contradictoire, c'est pas du tout c'est le prix à payer. Terme. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer, oui. Alors après, vous savez, il y a effectivement le problème pour tout le monde, c'est-à-dire que
plus vous êtes en danger, plus vous avez envie un peu de vous effacer. Et en fait fatalement, on n'a jamais été aussi visible. Alors que c'est des gens qui avaient plutôt envie d'être un peu dans l'anonymat. Donc que ce soit contradictoire avec la liberté de s'exprimer, pas du tout, parce que je ne vois pas en quoi les gardes qui seraient postés devant chez nous empêcheraient. J'aimerais revenir avec vous sur une phrase de Luce. Il a déclaré lors d'une interview « Je ne dessinerai plus le personnage de Mahomet, il ne m'intéresse plus, je m'en suis lassé tout comme celui de Sarkozy ». Et puis plus récemment, l'annonce de sa démission. Ouais. Est-ce que vous comprenez sa décision? Oui, évidemment. D'abord, nous, il a eu la gentillesse, évidemment, et la complicité de nous le dire il y a un petit moment déjà. Donc Luz, il est très fatigué, il a toutes les raisons de l'être. Chacun vit son traumatisme, vous savez, avec sa temporalité. Et Luz, je pense qu'il est effectivement fatigué de se prendre la tête à dessiner ce bonhomme. Comme effectivement, moi je n'étais pas dans la rédaction, mais il paraît qu'il n'en pouvait plus de Sarkozy. Et donc je pense qu'il est fatigué et que c'est pas une question de courage, en tout cas connaissant le personnage. Mais c'est vrai que il n'en peut plus, mais je le comprends, la protection c'est extrêmement lourd. C'est pas justement la une sorte pression. d'échec justement pour la liberté d'expression d'arrêter de dessiner Mahomet après Non, parce cette attaque? que Luce, il l'a bien expliqué, il a dit je suis fatigué de le dessiner. Il n'a pas dit je le dessine plus parce que j'ai peur qu'on me tue. On dessinera encore le prophète dans Charlie Hebdo, j'imagine, bien sûr, si l'actualité nous le commande. Puisque je rappelle quand même que quand votre boulot c'est de dessiner, moi j'ai aucune raison d'utiliser quelque part la figure du prophète puisque j'écris. Mais quand votre travail c'est de jouer sur des symboles, sur des icônes, de les transformer au gré de l'actualité, évidemment que vous êtes amené à dessiner le prophète, le roi David, que sais-je, le pape, etc. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Dans le fameux exemplaire 1178 dans lequel vous avez participé, vous écriviez « La liberté d'expression vaincra ». Est-ce que vous en êtes toujours persuadé? Écoutez, je suis très déçue. Je suis très déçue parce qu'il y a beaucoup de gens que je pense qu'on aurait pu considérer, beaucoup de confrères qu'on aurait pu considérer comme des alliés et qui nous ont beaucoup déçus, beaucoup de journaux américains qui nous ont beaucoup déçus. Encore aujourd'hui, j'apprends que le British Council à Paris, qui devait organiser une exposition de bande dessinée début juin, en fait a demandé au panel de Charlie Hebdo de ne pas venir pour des questions de sécurité. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on nous explique, on nous a tous dit, il y a 4 millions de personnes dans la rue qui nous ont quand même soutenus pour continuer de porter ce message. Et en fait, moi, en tant que reporter, il y a des endroits où je peux plus aller. Je peux plus aller dans les écoles, je peux plus aller dans des universités, je peux pas aller dans des centres IVG parce qu'on m'empêche de faire de reportage au motif de la sécurité. Donc on me dit, si vous nous dessinez, s'il vous plaît, ne nous dessinez pas ressemblant. Mais moi, j'écris pas des contes pour enfants. Je veux pouvoir continuer à travailler, mais pour travailler, il faut qu'on m'ouvre les portes. C'est de la lâcheté pour vous? C'est un alors manque de courage? bien sûr que c'est la lâcheté. Évidemment, c'est la lâcheté et elle est portée par des gens qui ont eu en plus un discours politique et qui font volte-face parce que sinon ils auraient dû donner des consignes et demander aux gens de nous ouvrir les portes. Et en fait, c'est difficile. Il y a des endroits dans lesquels c'est très difficile de travailler pour nous aujourd'hui. Sans compter qu'en plus, vous faites un reportage avec un dessinateur qui a une grosse protection assez basque. Sol, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous en prie. Nous sommes en compagnie cet après-midi d'Alexei Simonov. Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes le fondateur de la fondation de défense Glasnost. On sait aujourd'hui qu'en Russie, il est très difficile d'être journaliste. La liberté d'expression est souvent mise en danger. Quelle est la réalité d'un journaliste en Russie aujourd'hui? You see, freedom of speech is generally divided into two parts. Vous savez, la liberté d'expression est en général divisée en deux. La liberté de dire ce que vous pensez, ce qu'on appelle glasnost en russe, et puis il y a le fait d'être entendu. Le premier élément est encore populaire dans mon pays, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas entendus. Cela rend la liberté d'expression très fragile. Vous avez beaucoup contribué à la défense des droits de l'homme et des libertés civiles au cours de votre carrière à travers des films, des livres. Est-ce que vous avez déjà eu peur pour vous d'être dans le viseur des autorités russes? You see, I'm too old to be afraid of anything. Je suis trop vieux pour avoir peur de quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que la situation n'influence pas ce que je fais. Au contraire, les gens sont moins courageux qu'ils l'étaient il y a 5 ou 10 ans, mais nous continuons à être les mêmes. But we are still the same. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette dernière loi promulguée par Vladimir Poutine contre les ONG étrangères. On a l'impression
que Vladimir Poutine s'isole un peu plus toujours de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette stratégie? You see, I think that Mr. Putin has no strategy. Je pense que M. Poutine n'a pas de stratégie, il est dans la tactique. En tant que tacticien, il a reçu la bonne formation. Il faisait partie du KGB. C'est là qu'il a appris la tactique. Mais il n'a pas de stratégie. Sa stratégie, c'est la sécurité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il ne sait pas. Ils veulent défendre la sécurité dans le sens qu'ils comprennent, ce qui n'implique jamais les droits de l'homme. C'est comme ça qu'il fait les choses. Mais bon, il ne durera pas. Well, he is not forever. Alexei Simonov, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau avec nous cet après-midi. Merci. C'est la fin de cette édition spéciale depuis Jérusalem. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur i24 News.